Lance, bienvenue à tous nos participants. Mon nom est Christelle Cormier, je suis la directrice du Collège Jacques Mat. Mon rôle, pour eux qui me connaissent, est aussi de piloter les activités de formation et d'animation qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est déjà 41 participants de connectés, dont des responsables de ressources humaines et de quincaillerie et d'usines, chacun chez soi, chacun dans sa ville. Mais évidemment, on est réunis dans le cadre du webinaire pour recevoir un maximum d'éclairage sur le nouveau programme PACME, l'abréviation pour le programme d'action concernée pour le maintien en emploi. Donc, tout d'abord, je souhaite à vous remercier, tous les participants, mais ainsi que nos experts qui vont être présents avec nous. Je sais que vous avez des horaires qui sont tous chargés en raison de la crise, évidemment. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas toutes questions à vos réponses, mais mon message, c'est soyons indulgents les uns envers les autres parce que la crise, ça fait précipiter toutes les choses et on remercie aussi le ministre Boulet pour avoir été aussi proactif dans cette situation. À tous maintenant et à la fonction publique de nous adapter. En 1 heure, je pense qu'on va avoir fait un bon bout de chemin tous ensemble. Mais mon nom, effectivement, c'est Caroline Griffin de chez Morancy Avocat. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. En effet, aujourd'hui, je vais vous présenter les grandes lignes là, de ce qu'on appelle le PACME, donc le programme d'action concertée qui a été annoncé par le gouvernement du Québec le 6 avril dernier. Essentiellement, c'est une enveloppe totale de 100 millions de dollars qui est annoncée par le gouvernement du Québec. C'est un programme qui est piloté par le MTES, donc le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, au niveau de l'admissibilité, nous, on va parler de l'admissibilité des entreprises. Il faut savoir qu'il y a un deuxième volet au programme qui concerne davantage ce qu'on appelle les promoteurs collectifs. Donc, par exemple, les mutuelles ou les employeurs qui se regroupent ensemble. Mais vu l'objet de l'appel d'aujourd'hui, on va se concentrer sur le volet entreprise. Donc, premièrement, au niveau de l'admissibilité des entreprises, c'est très, très large comme critère d'admissibilité. Essentiellement, vous devez être une entreprise qui a des salariés à son emploi. Donc, peu importe votre secteur d'activité, peu importe la grosseur de votre entreprise, donc peu importe la masse salariale ou le nombre d'employés que vous avez, vous êtes éligible au PACME. Le programme, il faut avoir en tête que c'est un programme de remboursement de dépenses admissibles. Donc, ce n'est pas un montant qu'on a là, a priori comme ça ou une subvention qu'on reçoit, c'est vraiment un remboursement de dépenses. Essentiellement, pour les 100 000 là, la première tranche de 100 000 au niveau des dépenses, vous recevrez un remboursement à 100 %. Ensuite, pour les dépenses entre 100 000 et 500 000 vous recevrez un remboursement de 50 % de ces dépenses admissibles-là. Je vais vous expliquer dans quelques minutes là, quelles sont les dépenses admissibles justement dans le cadre du PACME. Dans le cadre du PACME, il y a essentiellement 2 types d'activités que vous pouvez mettre en place. Donc, premièrement, il y a les activités de formation que vous pouvez offrir à votre main-d'œuvre, donc à vos travailleurs. Et il y a aussi des activités de gestion des ressources humaines que vous pouvez aussi mettre en place. Pour les activités de formation, encore une fois, c'est très, très large. On comprend que ça doit avoir un lien justement avec votre secteur d'activité ou votre entreprise et évidemment vos employés. Mais après ça, c'est très large. Quand on regarde le programme, ça peut être des formations de base pour vos employés, ça peut être de la francisation, ça peut être par exemple de la formation sur les compétences numériques, ça peut être aussi de la formation par exemple dans le contexte de la COVID-19 où là, on met en place du télétravail, donc ça peut être une formation sur le télétravail. Ou encore sur les mesures d'hygiène ou de salubrité en milieu de travail une fois que tout ça sera revenu à la normale. Donc, c'est quand même assez large comme type de formation que vous pouvez offrir. Ce qu'on pourra vous faire suivre aussi, c'est que le site de Service Québec a publié une liste de formations en ligne qui existent et qui sont reconnues déjà valides aux fins du programme, ainsi qu'une liste d'organismes qui sont également reconnus et qui offrent des formations et auxquelles vous pouvez faire appel, par exemple des cégeps, des universités. Il y en a parmi ces organismes-là qui ont déjà des formations et donc vous pouvez vous référer à la liste qui est publiée sur le site de Service Québec. Évidemment, dans le cadre des formations, le gouvernement du Québec vous incite à faire vos formations en ligne ou à distance pour respecter justement là, toutes les mesures de distanciation physique qui sont en place actuellement. Donc, comme je disais, vous pouvez offrir des activités de formation, mais vous pouvez aussi offrir des activités de gestion des ressources humaines. Par exemple, faire affaire avec un consultant pour développer une politique de télétravail ou faire du coaching de ressources humaines là, à l'interne au sein de votre entreprise. Parce qu'évidemment, les formations peuvent, oui, aussi faire appel à un conseiller externe, mais peuvent être faites à l'interne au sein de votre entreprise. La durée de la formation ou de l'activité que vous voulez mettre en place n'a pas d'importance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée minimum ou maximale. Vous pouvez décider de faire une activité qui va durer
quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Donc, ça dépend vraiment des besoins et de ce que vous comptez mettre en place. Les dépenses admissibles, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, le programme, ce qu'il fera, c'est qu'il va vous rembourser des dépenses que vous aurez engendrées pour mettre en place les formations ou les activités de ressources humaines. Et ces dépenses-là vous seront remboursées. La liste des dépenses, encore une fois, est publiée sur le site de Service Québec. Quand on regarde les dépenses, il y a essentiellement deux types. Donc, premièrement, il y a les dépenses pour lesquelles il y a un plafond. Donc, il y a un maximum qui vous sera remboursé. Je pense que le plus important qu'on peut vous donner à titre d'exemple, c'est le salaire des employés qui participeront à la formation. Ça pourra vous être remboursé, mais jusqu'à un maximum de 25 de l'heure. Si vous faites affaire avec un consultant ou un professionnel externe, ça aussi, ces frais ou ces honoraires professionnels-là pourront vous être remboursés, mais jusqu'à concurrence de 150 de l'heure. Ensuite, si on regarde plus les dépenses qui seront liées à la formation même, donc préparer la formation et l'offrir, donc par exemple frais de déplacement ou de repas pour un consultant externe, ou les matériaux, les outils, les frais d'inscription, tout ça, ça vous sera remboursé au coût réel. Évidemment, le programme PACME n'est pas incompatible avec les autres programmes qui ont été annoncés par le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral. C'est-à-dire que vous pouvez quand même être bénéficiaire du PACME si vous bénéficiez déjà, à titre d'exemple, de la subvention salariale d'urgence de 75 %. Par contre, ce qui va arriver, c'est que le PACME va être ajusté en conséquence. Donc, si par exemple, moi, je bénéficie de la subvention salariale du gouvernement fédéral de 75 %, qui justement me subventionne le salaire de mes employés jusqu'à la concurrence de 75 % avec un certain plafond, bien, mon PACME, moi, ce qu'il va me donner, c'est une subvention de 25 % de ma masse salariale des employés qui participent à ma formation sous le PACME. Donc, il y aura un ajustement qui sera fait là, entre les deux programmes, mais l'un n'empêche pas l'autre, ils sont complémentaires, là, ça, il n'y a pas de problème. Évidemment, on dit que le programme, les demandes pourront être faites jusqu'au 30 septembre prochain. Par contre, l'enveloppe totale du programme est de 100 millions de dollars. Donc, si jamais l'enveloppe de 100 millions elle est épuisée avant le 30 septembre, bien, même si on est le 15 août, il va être trop tard. Donc, notre grosse recommandation, je pense, qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est de vous dépêcher si vous voulez mettre en place des programmes de formation ou d'activités de ressources humaines, de vous qualifier le plus vite possible. Parce qu'une enveloppe de 100 millions, ça peut paraître beaucoup, mais dans le contexte actuel, ça peut disparaître aussi assez rapidement. Puis on comprend qu'actuellement, ça peut être difficile d'avoir la ligne ou d'avoir un retour là, du conseiller là, justement régional là, à l'emploi dans votre secteur. On comprend que le contexte actuel, là, des fois, peut retarder un peu les choses, mais il faut vraiment passer par le bureau régional d'emploi. C'est en fonction de votre code postal. Puis pour vous aider dans ces démarches-là, il y a un localisateur de centres locaux d'emploi qui existe. C'est disponible en ligne. On pourra également vous envoyer le lien à la fin là, de la présentation. Et c'est vraiment une fois que vous aurez un conseiller là, du ministère de l'Emploi qui sera avec vous, lui pourra vous guider ensuite pour remplir les formulaires qu'il faut et tout ça. Mais l'important, je pense, c'est de se qualifier le plus vite possible pour être sûr d'être entré dans la machine, là, je vais dire ça comme ça, puis d'avoir votre place au programme pour vous qualifier. Puis ensuite, il y a des formulaires additionnels à remplir pour comptabiliser les dépenses ou des choses comme ça aux fins de remboursement du programme. Mais ça peut se faire après. Mais l'important, je pense, c'est si on veut y participer, c'est vraiment de faire ça le plus tôt possible, considérant qu'il y a une limite là, à l'enveloppe disponible de 100 millions de dollars. Donc, je voudrais que ça ressemble là, au programme, aux grandes lignes du programme qui sont connues depuis une semaine maintenant. Josée Moreau du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, en fait, je voulais revenir sur quelques petits points qui ont été dits sur la présentation et rappeler les objectifs du PACME, là, de ne pas oublier. Donc, ce programme est mis en place pour les entreprises qui sont affectées par la période actuelle et c'est un programme qui vise à maintenir en emploi les travailleurs. Donc, c'est pour ça aussi toute la complémentarité avec la subvention salariale du gouvernement fédéral. Il y a deux volets vraiment donc distinctifs entre les entreprises individuelles et les promoteurs collectifs. Lorsqu'on parlait de la procédure tout à l'heure, qu'il faut contacter un répondant plus un conseiller au niveau régional. Ça, c'est pour le volet plus
entreprises individuelles. S'il y a des associations ou des promoteurs collectifs, à ce moment-là, c'est une autre procédure qui s'applique là, plus avec l'adresse partenaire. Les exemples qui ont été donnés aussi sont tout à fait justes au niveau de la gestion des ressources humaines. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas oublier le contexte du PACME. On parlait, bon, s'il y a tout le diagnostic ressources humaines, mais dans l'analyse du conseiller, la pertinence de l'intervention qui est proposée sera analysée par le conseiller aussi pour toujours voir est-ce que c'est en lien avec la situation actuelle du COVID ou l'entreprise l'aurait fait de toute façon aussi. Donc, c'est juste pour remettre un peu plus le contexte dans lequel l'analyse aussi des différents projets là, pourraient être soumis. Mais quand vous parlez là, du contexte de la pandémie actuelle, oui. au niveau de l'organisation du travail, Oui. si on parle de l'organisation, que ce soit physique à l'intérieur d'un commerce, quincailler, usine, etc., puis l'autre volet qui est l'organisation du travail à distance, ça, c'est des choses qui sont spécifiques, disons, à la situation actuelle. Ils peuvent avoir, je ne sais pas moi, des compléments d'information, des modules de formation, mais pour la gestion de ces opérations-là, est-ce que ça serait dans la catégorie ressources humaines ou dans la catégorie formation comme telle? Parce que quand on parle d'organisation du travail, on rentre comme dans un nouveau monde actuellement. Oui. Donc, les entreprises doivent s'adapter. Comment vous voyez ça, cette démarche? En fait, ça dépend, parce que l'organisation du travail, souvent, va passer au niveau de la gestion des ressources humaines si on veut revoir les façons de faire à l'interne aussi. Donc, au niveau de l'organisation du travail, souvent, ça va être plus au niveau de la fonction ressources humaines. Au niveau de la formation, là, il faut voir les objectifs, c'est quoi les besoins des travailleurs, les besoins identifiés aussi. Donc, dans la formation, il faut voir. Dans les projets aussi présentés, on dit que quand c'est une formation, habituellement, on parle davantage d'une formation qui est de plus de 7 heures, sauf qu'on dans la réalité actuelle, avec les différents webinaires qui existent, il y a peut-être lieu de présenter un projet qui regroupe 3 ou 4 webinaires par travailleur. Puis, comme on parle du PACME, qu'il ne faut pas l'oublier, c'est Action concertée pour le maintien en emploi, c'est qu'on vise justement à ce que les entreprises gardent à leur emploi les travailleurs et ne mettent pas fin à leur emploi à cause des fermetures qui sont annoncées ou des consignes sanitaires. À ce moment-là, c'est normal qu'il y ait des formations peut-être de plus courte durée. Au niveau du calcul aussi des heures, c'est technique aussi. Là, au niveau du fédéral, on dit que c'est 75 de la masse salariale. Au niveau du remboursement, le 25 c'est le 25 de la masse salariale des travailleurs en formation. Je voulais juste faire la petite précision. Et tout ce qui est charges sociales ne sont pas inclus dans le remboursement. Excellent, merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions aussi là, qu'on dit est-ce que l'entreprise qui n'a pas été affectée au niveau de ses revenus est admissible? Oui, l'entreprise n'a pas à avoir subi une baisse. Nous, on module notre taux de subvention en fonction de la situation de l'entreprise par rapport à son admissibilité à la subvention salariale temporaire du Canada. Donc, si elle est admissible à 75 au fédéral, nous, on complète 25 Si elle est admissible à 90 on complète à 10 Si elle est admissible à aucune subvention salariale du Canada, nous, à ce moment-là, on pourrait aller jusqu'à 100 des dépenses de formation et des salaires des travailleurs qui sont maintenus en emploi et qui sont en formation. Donc, c'est vraiment pour la partie qui sont en formation. Ceci étant, je tiens à préciser que l'information qu'on donne, elle est valide aujourd'hui, 16 avril à 14h57, mais
ça évolue rapidement. Hier, il y a eu l'annonce de la prestation canadienne d'urgence, la PCU. Maintenant, elle est élargie, donc il y a des entreprises qui vont avoir des travailleurs qui vont peut-être gagner moins, qui vont être disponibles aussi pour de la formation. Donc, nous, on était à analyser l'impact de cette modification-là sur notre programme. Donc, je tenais juste à dire que l'information qu'on donne, elle est vraie pour aujourd'hui, mais elle évolue au rythme des annonces des différents gouvernements. Bonjour. Effectivement, dans le PACME, je ne referai pas l'historique du programme, la démarche du programme, ça a été très bien illustré. Mais effectivement, on constate qu'il y a une partie de cet argent-là qui pourrait être également attribué à des volets ressources humaines. Donc, au niveau de la gestion des ressources humaines, ce qui peut être utilisé dans le cadre du PACME, c'est pour, entre autres, faire un diagnostic de votre fonction ressources humaines. Lorsqu'on parle de diagnostic de fonction ressources humaines, habituellement, on transige par l'intermédiaire d'un consultant ou d'un spécialiste en ressources humaines qui va venir évaluer, dans le cadre de vos pratiques habituelles, comment vous fonctionnez, à titre d'exemple, au niveau de la dotation de vos postes, au niveau de la santé-sécurité dans votre organisation, de la gestion de la santé-sécurité dans votre organisation. On peut travailler au niveau également, évaluer la mobilisation de vos employés, les activités de mobilisation que vous faites, est-ce qu'ils portent fruit? Donc, le volet diagnostic de votre fonction RH, c'est une photo, c'est un portrait de la situation actuelle. Souvent, c'est mis en parallèle avec vos stratégies d'organisation, avec la vision que vous avez de votre organisation, donc là, vers où vous souhaitez aller au niveau de votre planification stratégique d'entreprise. Donc, à partir de votre diagnostic, vous êtes par la suite en mesure de mettre en place des actions, des découlants qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs souhaités. Là également, le PACME peut vous soutenir parce que vous pouvez également mandater des spécialistes, des consultants en gestion des ressources humaines pour vous accompagner avec des mandats en gestion des ressources humaines pour l'atteinte de ces objectifs-là. À titre d'exemple, vous souhaitez revoir votre marque employeur parce que vous avez des difficultés d'attraction ou de rétention de votre main-d'œuvre, vous avez un taux de roulement élevé, le spécialiste va être en mesure de vous accompagner et de vous faire un programme en gestion des ressources humaines qui est propre à votre entreprise et à votre vision d'entreprise. Le PACME peut être utilisé pour ces éléments-là et également pour coacher vos gestionnaires qui sont en poste, qui, eux, sont vos intervenants de première ligne, de proximité avec vos ressources, pour les soutenir dans leur capacité de gestion, leur capacité de mobilisation, surtout dans le contexte où on est actuellement. On ne se le cachera pas, les employés et les gestionnaires également, on vit dans une situation où le stress est présent, l'anxiété est présente. Ça nous impose de revoir nos façons de travailler, de revoir notre type de relation qu'on a avec nos ressources, de faire preuve d'une plus grande empathie. Et ce sont des habiletés qu'on n'a peut-être pas nécessairement toujours eu l'occasion d'utiliser à leur pleine efficacité. Et votre coaching en gestion des ressources humaines pourrait être utilisé à cet effet-là. Donc, ce sont des mesures qui sont très, très larges, qui n'ont pas été balisées dans le cadre du programme actuel. Ça permet aux organisations de pouvoir utiliser l'ensemble de ressources à les développer au niveau de leur gestion des ressources humaines pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Merci à tous. Donc, pour ma part, je parlerai plutôt du côté légal et ma présentation serait divisée en 4 volets. Premier volet, ça serait vraiment les responsabilités générales de l'employeur dans le cadre du PACME. Deuxièmement, l'obligation d'équité en milieu de travail. Troisième volet, le droit de gérance de l'employeur qui peut avoir un effet dans le PACME. Et quatrième, les considérations importantes avant de procéder à la mise à pied des employés. Je vais garder ça très bref, en fait. On pourrait en parler pendant des heures. Donc, premier volet, au niveau des responsabilités générales de l'employeur,
Comme tout le monde le sait, en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses employés dans leur milieu de travail. Et c'est ça que ça s'applique quand même en télétravail. Donc, l'employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter la propagation et s'assurer de ne pas exposer ses employés à des risques de contraction du COVID. Entourant la même obligation et en lien avec les directives recommandées par le gouvernement, il serait de bonne pratique d'éviter des déplacements professionnels et aussi, évidemment, des rencontres qui réunissent un grand nombre de personnes. Comme on le sait tous, maintenant, il est important pour les employeurs, dans la mesure du possible, d'encourager fortement le télétravail. Donc, dans le cadre du PACME, si l'employeur veut bénéficier du programme, il est fortement recommandé de procéder aux formations en ligne ou à des formations à distance, bien évidemment, pour justement pour éviter ces déplacements et évidemment pour éviter des rassemblements. Donc, c'est sûr, c'est dans la mesure du possible. Je passerai au deuxième volet par rapport à l'obligation d'équité en milieu de travail. Je trouve que c'était un sujet important parce que ça se peut qu'on se demande quels employés peuvent bénéficier de la formation. Est-ce qu'on peut choisir certains employés? Est-ce que ça peut apporter des problèmes, des problèmes pour l'entreprise par la suite? C'est sûr qu'au niveau législatif, la Charte prévoit que tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement égal à leurs membres de leur personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit. De plus, il y a la loi sur les normes du travail qui prévoit qu'à certaines conditions, un employeur doit absolument accorder des conditions de travail. L'employeur est interdit, en fait, d'accorder des conditions de travail moins avantageuses à certains salariés en fonction de leur date d'embauche. Donc, c'est sûr que c'est des points à prendre en compte quand vous décidez d'offrir des formations à titre d'employeur. Si vous décidez d'offrir des formations à certains employés ou à certains départements, il faut juste s'assurer de garder une certaine équité, surtout pour des employés qui occupent les mêmes postes, simplement pour éviter des plaintes en discrimination ou des plaintes en inégalité parmi les employés. Par conséquent, surtout dans le cadre du PACME, si l'employeur veut bénéficier du programme et offrir des sessions de formation à ses employés, il serait donc important qu'il n'exclue pas injustement un employé de la session de formation si l'employé occupe un poste identique ou même similaire à ceux qui le reçoivent. Ensuite, au niveau du droit de gérance de l'employeur, c'est similaire au dernier volet, c'est-à-dire que si l'employeur décide plutôt d'offrir des sessions de formation uniquement à certains départements et non à tous les employés, je dirais que cette décision est plutôt discrétionnaire pour l'employeur. Ça relève de son droit de gérance pour décider quel type de formation serait le plus approprié dans les circonstances, quelle formation serait le plus utile et valable pour un département spécifique. Ce droit de gérance, c'est vraiment le droit pour l'employeur de diriger ses employés, de prendre des décisions liées à la saine gestion de l'entreprise et dans le meilleur intérêt et la bonne marche de ses affaires et surtout pas dans le but de nuire à ses employés. Donc, je dirais à cet égard, l'employeur dispose d'un certain degré de discrétion pour prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l'avenir de l'entreprise. Dernier volet, je trouve que c'est peut-être le volet le plus important à prendre en considération, juste parce que c'est vraiment en lien avec l'objectif, un des principaux objectifs de la mise en place du programme, c'est les considérations importantes avant de procéder à la mise à pied des employés. C'est sûr que toutes les entreprises en ce moment vivent des moments difficiles et des moments incertains, un avenir incertain. Donc, j'aimerais aborder des considérations importantes à prendre en compte avant de décider de procéder à la mise à pied de ces employés, que ce soit de manière temporaire ou de manière permanente. Comme tout le monde le sait, il y a de nombreuses entreprises qui mettent à pied un grand nombre de leurs salariés pour justement faire face aux difficultés qui découlent de la crise. Et c'est sûr, c'est dans une ultime tentative de réduire les dépenses et de tenter de sauver l'avenir de l'entreprise. Bien que c'est autorisé sous certaines conditions et si les circonstances le justifient,
comme j'ai dit, l'un des principaux objectifs du programme PACME, c'est justement d'éviter de procéder à des mises à pied et de favoriser la rétention de ses employés. Donc, le programme, d'après moi, offre un moyen de couvrir une partie des salaires des employés. Ça va enrichir leur qualification et ça va élargir leurs connaissances. Ça peut apporter un énorme atout pour l'avenir de l'entreprise. Donc, c'est sûr que dans un but de retenir vos employés et d'éviter surtout des litiges en découlant, le PACME devrait être un élément important à prendre en considération avant d'envisager les mises à pied. Donc, je conclue en disant vraiment, dans l'ensemble, le PACME, je trouve, apporte une solution viable pour retenir les employés, pour éviter des mises à pied et surtout pour éviter des plaintes ou des litiges potentiels à traiter résultant des conséquences qui peuvent survenir avec la crise. Merci. Oui, c'est Jean Lafrenière. Oui. La subvention moi, dans le fond, c'est pour le taux horaire, maximum 25 de l'heure. Est-ce qu'on calcule, c'est sur la portion de l'employeur quand tu as la subvention de 75 %? Exemple, je ne sais pas, mais on paye un employé à 50 de l'heure, il donne 25 maximum, mais tu as la subvention de 75 %. Est-ce que c'est basé sur la portion juste qui serait de 12 piastres et demi? Ou bien non, c'est maximum 25 puis on déduit la subvention? La subvention va venir couvrir, subvention salariale couvre 75 % du salaire de 25 de l'heure. Donc, la différence peut être remboursée, elle peut être admissible comme dépense là, à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond bien à cette question, là. Pour couvrir le 100 %. Donc, mettons, mon exemple, la personne, un employé qui gagne 50 de l'heure. Oui. S'il y a une subvention de 75 %, il coûte 12 piastres et demi à l'employeur, puis on peut l'appliquer en plus la subvention pour la formation en plus, donc ça tombe à zéro. Ça tombe à zéro pour couvrir le 100 % qui est admissible en bas de 100 000 de dépenses, bien entendu. Là. OK. Merci. Dans le cas où est-ce que c'était une formation qui était probablement prévue quand même et qui n'a rien à voir avec le COVID, dans le fait. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être qui peut se qualifier quand même? Ça pourrait, oui, être possible. Est-ce que c'est une formation est-ce que le travailleur est toujours en emploi? Est-ce que l'entreprise a été affectée par le COVID? Il faudrait voir les différentes situations. Est-ce que c'est une entreprise qui est dans un secteur qui est essentiel? Le secteur des ventes, évidemment, en quincaillerie. Donc, oui. Évidemment, c'est sûr et certain qu'on a des gens qui sont mis à pied. Et si pendant cette mise à pied-là, on aurait aimé ça peut-être leur faire une formation ou leur avoir une formation au niveau de la vente. OK. Mais c'est sûr que les gens, il faut qu'ils soient rémunérés. Hein? Il ne faut pas qu'ils soient mis à pied. Là. Donc, si vous dites, ben nous, on rappelle ces gens-là, on va être admissible à une partie avec la subvention salariale temporaire du Canada. Bien, à ce moment-là, il y a une partie qui va vous être remboursée par le fédéral, puis nous, on pourrait compenser pour l'autre partie, oui. OK. Merci. Monsieur Girard, vous aviez dit une question à 2 volets? Oui, les 2 volets, ben, ils étaient là. J'ai pas OK. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question, Serge Lavoie. Oui. Oui, ma question est la suivante. Si j'ai des techniciens à mon emploi, style, mettons, un chimiste et des personnes en ressources humaines, et puis leur ordre demande qu'ils soient formés ou suivent des formations, est-ce que ces formations-là peuvent être admissibles au programme? Effectivement, c'est une nouveauté dans le PACME. Les formations qui découlent d'une loi, d'un règlement, d'un ordre professionnel peuvent être admissibles à un remboursement là, dans le cadre du PACME. Il faut toujours regarder au niveau de la formation. Bon, est-ce que la formation, bien entendu, elle est souvent dans les ordres professionnels, ils vont donner la formation en ligne. Là, donc, il faut s'assurer qu'on respecte les règles au niveau des consignes sanitaires. Mais oui, les formations données par les ordres professionnels, ce sont des formations qui sont admissibles dans le cadre du PACME. Et le remboursement des salaires également. À l'ordre de 25 %.
si vous êtes admissible à un remboursement via le fédéral. Donc, on est complémentaire avec le fédéral. Et là, il faudrait voir aussi, là, comme je disais tout à l'heure, avec les nouveautés pour la PCU élargie, est-ce que ça va faire en sorte qu'on va réajuster notre taux de subvention si les entreprises, si les salariés ont droit à une autre aide, là, c'est toujours sous toute réserve des autres programmes complémentaires en vigueur au moment de la demande. Excellent, merci. Ça fait plaisir. Alors, j'avais une question là, autre que le site web de Service Québec. Quelle est la meilleure source d'information, précision pour ce programme? Pour des questions plus précises selon notre propre contexte, j'ai M. Éric Tivierge, je crois, qui pourrait répondre à cette question-là. M. Tivierge, est-ce que vous voudriez prendre la parole? Oui, bien sûr. En fait, c'est ça. Ben, au départ de la présentation, vous avez annoncé que vous vouliez parler surtout, principalement des services aux entreprises. Fait que c'est sûr que la porte d'entrée, c'est vraiment un service aux entreprises d'Emploi Québec. Par contre, dans le secteur du commerce de détail, le secteur auquel vous appartenez, il y a aussi un comité sectoriel de main-d'œuvre qui peut vous accompagner, en tout cas, qui pourrait vous accompagner dans certaines démarches. Fait que c'est le comité sectoriel du commerce de détail, justement. Ils ont un site web assez détaillé. Fait qu'ils peuvent certainement répondre à certains de vos besoins aussi. Voilà. Oui. Excellent. À l'attention de Mme Moreau. Oui. La question est la suivante. À quoi est-ce que le ministère s'attend comme document de présentation sur le programme qu'on aimerait, le projet qu'on aimerait présenter au ministère? Est-ce que ça va jusqu'à l'évaluation des coûts, la durée des formations, ou si c'est davantage dans les grandes lignes? Généralement, ce qu'on va faire, c'est le conseiller service aux entreprises va vraiment. C'est un peu du cas par cas, dépendamment des projets, dépendamment de l'entreprise, dépendamment de la situation. C'est vraiment le conseiller du service aux entreprises qui va accompagner l'employeur. Donc, mais c'est sûr que dans un projet de formation qui inclut des dépenses salariales, potentiellement un formateur externe, bien, il y aura des pièces justificatives à fournir là, sur les dépenses réelles qui ont été effectuées. Mais dans la présentation comme telle, initialement, est-ce qu'on doit aller aussi loin que ça? Mais pas nécessairement. Comme je vous dis, c'est du cas par cas, puis c'est vraiment le conseiller aux entreprises qui va vous accompagner. Mais tu sais, la porte d'entrée, là, si vous voulez faire pour une entreprise individuelle, c'est vraiment de passer par le conseiller aux entreprises. C'est lui qui va vous accompagner. Je pense que c'est sûr que le message important, c'est ça. Et il va vous indiquer qu'est-ce qu'il y a de besoin de façon précise. Et juste à la réponse qui a été donnée par Éric, je sais, on en a parlé avant la réunion avec Régent Lemieux, l'expert comptable, et le niveau de détail de la demande n'a pas nécessairement besoin d'être très élevé. Les gens comprennent qu'on est en urgence. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une certaine ouverture à présenter un plan global avec des objectifs qui sont en lien avec le programme. Mais je pense qu'on est... Le conseil qu'on donnait au début, c'était de le présenter rapidement pour être admissible et qu'on bénéficie avant l'épuisement, si on veut, là, de la somme qui est admissible. Donc, et les réponses se font assez rapidement. Ça dépend peut-être des régions. Par contre, j'ai l'impression, par exemple, que Montréal est peut-être plus chargé, mais si on est à l'extérieur de Montréal, ça peut aller quand même assez rapidement. On parle de 4-5 jours pour la réponse. On a des clients qui ont eu des réponses par rapport à ça. Donc, ça a ouvert vraiment officiellement de notre côté, là, mardi, là, avec l'annonce plus officiellement. Donc, il y a un formulaire qui a été rempli. C'est ça, on recommande aux clients de remplir le formulaire qu'on retrouve sur le site d'Emploi Québec, dans lequel que tu peux compléter, puis par la suite rentrer en contact avec l'agent de votre district dans lequel se retrouve l'Emploi Québec de votre entreprise. Là. Donc, je pense que c'est important de remplir rapidement le formulaire, puis d'écrire sommairement vos formations pour par la suite les peaufiner davantage, parce que des fois, les gens ont tendance à peaufiner beaucoup leur formation en parfait. Ils déposent très tard. Et on sait que les programmes, on s'est fait dire que dans les 3-4 prochaines semaines, là, ça va être pas mal entamé. Là.
est-ce que les dépenses d'équipement, comme par exemple des portables, des ordinateurs, des scanners, peuvent faire partie des dépenses admissibles pour les gens qui font du télétravail? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question-là. Oui, bonjour, Vincent Latour d'Emploi Québec, du ministère du Travail. Oui. Je vais essayer une réponse. En fait, oui, c'est quelque chose qui peut être admissible, à condition notamment d'être lié à de la formation. C'est encore une fois le conseiller d'entreprise qui va établir avec l'employeur la pertinence de l'achat d'équipement. Il y a un montant maximum, notamment de 500 $ par employé pour tout ce qui est achat d'équipement électronique. Mais vraiment, ça va dépendre de la pertinence liée au programme de formation du projet qui va être déposé pour voir si c'est pertinent. Excellent. Il y avait une autre question aussi qui disait quel genre de formation interne est admissible? Peut-on inclure la formation de nouveaux employés? Nous débutons notre période d'embauche pour le début de la saison. Encore une fois, tout ça va passer notamment par le conseiller aux entreprises. Oui, la formation de nouveaux employés peut être quelque chose qui est admissible. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La formation de base peut être financée, la formation liée aux activités normales de l'entreprise ou liée aux changements causés par la COVID-19. C'est toutes des choses qui peuvent être admissibles à la programmation. Excellent. Merci beaucoup, M. Latour. Oui, si je peux glisser un mot, les formations offertes à l'ACMAT de manière virtuelle présentement sont pour le département de peinture, donc notre certification d'expert commis en peinture, ainsi que notre certification de conseiller vendeur, donc qui est disponible, ainsi que notre certification de pesticides. Et écoutez, Louis, je vais me permettre, pendant que les gens cherchent leurs questions, parce que des fois, ça peut toujours venir vers la fin, aussi, je vous rappelle que s'il y a d'autres questions qui vous viennent à la suite du webinaire, il y a toujours moyen de nous écrire et on va vous répondre par la suite dans les prochains jours, c'est promis. Je m'en voudrais vraiment de ne pas profiter de ce moment pour vous informer que les formations du Collège ACMAT sont aussi admissibles au programme. En effet, on a transformé certaines de nos formations offertes 100% de manière virtuelle, donc à distance et en temps direct, ce qui permet de suivre les formations quand même. Je profite aussi pour vous annoncer en primeur que l'association a obtenu auprès de la CNSST pour la réalisation d'un projet d'une valeur de 130 000 $ afin d'outiller nos dirigeants de quincaillerie et d'usines à lutter contre tout harcèlement au travail. Nous allons évidemment vous contacter après la pandémie pour vous exposer les bénéfices du projet, mais c'est un projet auquel on est très emballés et d'ailleurs que notre collaborateur Louis Jonca et moi travaillons fort pour mettre de l'avant. Mais ce que je retiens, là, c'est que peut-être pour prendre notre place en classement là, pour des demandes, c'est d'aller compléter un formulaire qui est sur le site de Service Québec, puis de rejoindre notre agent au soutien aux entreprises pour être en mesure qu'ils prennent notre demande en considération, qu'elle puisse être traitée le plus rapidement possible. Alors, je remercie tout le monde pour votre collaboration, puis je laisse le mot de la fin à Christelle. Oui, en fait, j'en avais glissé un petit mot pour vous laisser le temps de penser à vos autres questions. Je remercie encore une fois tous nos experts. C'est grâce à vous qu'on réussit à un peu s'éclaircir dans cette période de bouleversement. Donc, merci encore une fois. Je remercie aussi tous nos participants. Vous voyez, vous n'êtes pas seuls là-dedans, dans cette situation-là. On est plus de 38 encore de connectés. Donc, je peux aussi mentionner que toutes les questions auxquelles les personnes ont demandé aujourd'hui vont être retrouvées dans une fiche FAQ qui va vous être transmise suite au webinaire. Et aussi, la séance, elle est enregistrée. Donc, on va pouvoir la diffuser sur nos médias. Si quelqu'un de votre entourage, un collègue, aurait manqué la séance, il va être possible de la réécouter. Donc, encore une fois, merci à tous. C'est ce qui met fin au webinaire. Si jamais vous avez des questions, on est toujours disponible pour vous, par contre, par courriel à la suite.